Bonjour, nous sommes le 5 mai. 5 mai, enfin le 3 mai, je m'excuse, le 3 mai. Je suis à 2 jours à l'avant, je m'excuse. On est le 3 mai, oui, parce que vendredi on était le 1er mai, fête du travail, euh, relative aux luttes syndicales qui ont émergé au cours du temps. Et donc on a donné au 1er mai voilà, la fête du travail. Et donc le 1er mai c'était vendredi. Or on est dimanche, 2 jours après. Donc on est le 3 mai. 3 mai 2026. 3 mai 2026. Alors ces temps-ci la météo était très très bonne. Elle était excellente pour un mois, en tout cas pour un mois de d'avril. On a connu au moins 2 semaines de beau temps. Quand je dis beau temps, c'est les éclaircies, en tout cas les éclaircies. On a eu de la chaleur aussi, hein, à un certain moment. On avait de la chaleur qui était accouplée aux éclaircies. Mais il s'avère que bon, ben, il a plu. La nuit, cette nuit-ci, il a plu. Euh, le ciel s'est, on va dire, alourdi, ramenant d'innombrables nuages et qui ont fait même, on a même pu voir hier en soirée, durant le cours de la nuit, il était, je sais plus quelle heure, en tout cas des orages. Donc on avait la présence d'orages dans le ciel. Enfin, on a pu constater des présences d'orages, notamment avec des pluies. Bon, au départ en journée, on avait connu des fines pluies, mais ça, les pluies ne sont pas tombées. C'était indécis au niveau des pluies. Et puis par après, les pluies sont arrivées en soirée. Et ça, c'était pour la journée du 2 mai, samedi 2 mai, alors qu'aujourd'hui, on est le dimanche 3 mai. Alors ici, je vais parler d'une vidéo qui a parlé de la tension électrique. Avant de parler de tension électrique, je vais parler de voilà je veux dire d'un aspect scientifique, avant de parler de tension électrique. Alors vous savez très bien que j'ai vu, avant de parler de tension électrique, il y a des prérequis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui suit cette définition qu'on va attribuer à la tension électrique. Bien sûr, on doit savoir ce que c'est que des charges. On doit savoir ce que voilà, des forces. Puisque les forces, ici, seront de nature électrostatique. C'est des forces de nature électrostatique. Donc on aura d'office des forces électrostatiques. Et ça va être engendré par une ou plusieurs charges. Donc la charge Q, qui est en Coulomb, Monsieur Coulomb, voilà, peut être engendrée par une ou plusieurs charges. Donc on va avoir une ou plusieurs forces électrostatiques qui vont se combiner. Et ces forces électrostatiques, bien sûr, vont donner un travail électrostatique que je vais appeler T pour travail. Parce que j'ai vu en électricité, moi je l'appelais T, alors que j'aurais pu appeler work. Work, qui veut dire travail. Donc la variable, je l'appelais T. Et puis quand vous voyez tout ça, ben, vous avez le potentiel. Et puis on peut parler de, une fois que vous avez vu le potentiel, alors il y a des potentiels spécifiques. Hein. Par exemple, un potentiel de Coulomb. Par exemple, qui est vu pour des charges à symétrie sphérique. Potentiel de Coulomb pour des charges à symétrie sphérique. Et puis, bon, quand on voit le potentiel, et puis on voit la différence de potentiel. VA moins VB. Alors je rappelle que tout ça, la charge électrostatique est située en un point. La force électrostatique agit en un point. Le travail effectué pour déplacer une charge unitaire, voilà, et la ramener en un point bien précis, il y a toujours voilà, une situation. Et puis le potentiel
Voilà, c'est le potentiel en un point. Et donc on peut faire la différence de potentiel entre deux points. Voilà, ça c'est la première considération, c'est que on ne peut pas parler de tension électrique sans avoir vu des notions relatives à certaines grandeurs. Les grandeurs sont la charge, la force électrostatique, le travail, voilà, et le potentiel. Bien sûr, intervient des constantes. Il intervient des constantes. Et il existe, et c'est ça qui fait le travail que je voulais vous parler, le travail des scientifiques, et c'est pour ça que je voulais vous faire une petite parenthèse sur le travail des scientifiques. Par exemple, si je prends un grand scientifique, alors je vous rappelle que la force électrostatique est en Newton. De Monsieur Newton, hein, tout le monde connaît Monsieur Newton, personnalité éminente du monde de la science, mathématiques, sciences, physique, etc., etc. Donc ici c'est le Newton comme unité. L'unité de travail, c'est le watt de Monsieur James Watt, qui est un Anglais. On a le potentiel qui est en volt de Monsieur Volta. Donc vous voyez ici, vous avez Monsieur Coulomb, le Newton, le watt, le volt. Bon, vous voyez qu'on tourne autour de tous des grands savants. Alors je vais faire une petite analogie avec la force de gravitation et un petit peu faire un petit rappel de comment a été trouvée voilà, la force électrostatique F. Je rappelle qu'une force est un vecteur. Une force est un vecteur, c'est-à-dire que une force possède une direction, un sens, une intensité. L'intensité est donnée avec, comme je l'ai dit, une unité dans un système, par exemple le système MKS ou MKSA ou peu importe. Alors, en tout cas, il y a un système d'unité. Et alors, on peut avoir des vecteurs libres ou des vecteurs liés ou des vecteurs qui sont liés à une droite, à un support, et qui glissent. Le vecteur peut glisser sur cette droite. Donc on a des vecteurs glissants, des vecteurs liés à un point, à une origine. On peut avoir une origine. On peut avoir un vecteur lié à une origine, à un point d'application. On va plutôt appeler ça un point d'application. Il s'applique en un point. Alors maintenant, s'il est libre, on parle là de vecteur libre. Il n'y a pas de point d'application. Un vecteur libre, vous pouvez le placer où vous le voulez. Vous aurez une infinité de vecteurs équipolants qui sont libres. C'est-à-dire équipolants, c'est-à-dire même direction, même sens, même intensité, mais dont les origines sont quelconques. Et donc, dans l'espace, il y a une infinité de lieux où on peut placer un vecteur quelconque qui est égal à lui-même. Hein. Et donc, on a une infinité de vecteurs équivalents qui peuvent être placés dans l'espace. Par contre, quand vous mettez un point d'application, vous ne pouvez placer qu'un seul vecteur à ce point d'application. Donc, vous voyez qu'on a des grandeurs. Des grandeurs, par exemple, une force possède plusieurs caractéristiques, dont la direction. La direction est liée, bien sûr, à un support qui est une droite. Je rappelle que un vecteur n'est rien d'autre que un segment. Un segment, c'est une partie de droite. Mais c'est un segment orienté. Donc il faut un segment avec un sens qui a un signifiant à signifier, puisqu'il possède une intensité. Sa mesure est donnée à l'échelle avec une unité. À l'échelle. Donc l'intensité, si vous voulez dessiner un vecteur géométrique, dans le plan ou dans l'espace, il possède une unité. Donc ça, on peut dessiner un vecteur par ses caractéristiques qui lui sont liées, direction, sens, intensité, origine. Et là, on connaît le vecteur
on sait le dessiner, et il a un signifiant et signifié mis à l'échelle, hein, dans ce que il faut le mettre à l'échelle, avec une échelle fixée. Et donc je vous disais que les forces, il y a toutes sortes de types de forces. Force musculaire, force électrostatique, force de gravitation, force... vous pouvez imaginer toute une panoplie de forces. Bon, en tout cas, il y a deux forces je rappelle que les grandeurs sont souvent liées entre elles. Hein. Pour les scientifiques, les grandeurs sont liées entre elles par des relations. Alors par exemple, si je veux prendre la force en intensité, si c'est vu en intensité, la force de gravitation, c'est gamma m sur r carré. Alors ici, c'est la loi d'attraction des corps. Hein. Tout corps, deux côtes, on a deux corps, mais les corps s'attirent l'un avec l'autre. Voilà. Alors qui a trouvé ça? C'est Newton. Alors la force électrostatique, F, est égale à K, Q, Q1, Q2 sur R carré. Donc pas confondre les forces, ici c'est une force électrostatique, et ça c'est la force de gravitation. Bon. Alors, la manière de trouver la force électrostatique a été un petit peu la même pour trouver la force de gravitation. Alors je vous ai dit que pour trouver la force électrostatique, voilà, il faut voir, on doit être dans un contexte spatial. Alors pour ces deux cas spatial, c'est-à-dire qu'on est dans de l'existant, un environnement non vide, c'est l'espace. On a dans l'espace 3D, dans l'espace 3D, l'espace 3D dans lequel on baigne, notamment la Terre fait partie de l'univers, eh bien, il y a toutes des lois physiques. Il y a des lois physiques. Qui dit loi physique dit relation entre grandeur. Et c'est justement ça qu'il faut trouver. Bon, maintenant, si vous avez une relation à 1000 paramètres, c'est beaucoup plus compliqué que une relation à 500 paramètres. C'est plus... bon, 1000 paramètres est beaucoup plus compliqué que 500 paramètres. 500 paramètres est beaucoup plus compliqué que 100 paramètres. 100 paramètres est beaucoup plus compliqué que 10 paramètres. Et 10 paramètres est beaucoup plus compliqué que 3 paramètres. Et donc, comment va-t-on trouver qu'il y a une relation à 3 ou voire 4 paramètres? C'est de mettre en évidence ces relations par des expériences. Donc là intervient l'expérimentation. L'expérimentation. Et bien justement, c'est ça que je vais en parler. Alors, sachant qu'il y a des prérequis à tout ça, je vous rappelle que ici, une force électrostatique, pour parler de force électrostatique, il faut connaître le champ. Enfin, comment on appelle ça, la charge. Celui qui ne sait pas ce que c'est qu'une charge, ben, jamais il va trouver une relation entre la force électrostatique et qui est d'une charge, parce qu'il nie ou il ne sait pas ce que c'est qu'une charge, donc il ne saurait pas trouver une relation, voilà, de cause à effet. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il y a l'existence de charge. Donc, et tout ça, c'est le temps qui va faire en sorte que de découverte en découverte, ben, on trouve l'existence de charge, et puis on voit que les forces sont liées aux charges, ou inversement. On sait bien qu'il existe des forces, et puis on ne sait pas c'est dû à quoi, et un jour on trouve que l'existence de charges, et puis on lit, et le tout c'est de faire la relation, le lien entre les grandeurs. Voilà. Et bien ici c'est un peu la même chose. On a des grandeurs en relation. On sait bien qu'il y a des relations qui existent, hein, par expérimentation, et sachant que, par exemple, si je prends la loi de Newton, F est égal à gamma, m sur r carré, eh bien, tout d'abord, Newton est parti sur des connaissances de base. Des connaissances de base, on sait ce que c'est qu'une distance. Voilà, et on connaît les accélérations. Lui, il a sa fameuse loi F égale ma. F égale ma. Donc à partir de F égale ma, bon, déjà il sait bien que des masses interviennent, qu'il y a des accélérations, que voilà
si je prends la masse d'un astre qui est le plus proche, l'astre le plus proche de la Terre, bah, il sait bien que bon, il y a une accélération, il y a centrifuge et centripète, bon, il y a beaucoup de choses de connues, beaucoup de choses de connues. Donc avec ces choses de connues, il peut mettre en relation et trouver que, bon, par exemple, il voit une pomme qui tombe, pourquoi elle tombe, il se pose la question pourquoi elle tombe, pourquoi les corps tombent, pourquoi les corps tombent. Alors lui, attention qu'il part d'une hypothèse qui était interdite à l'époque, c'était que la Terre était ronde. Hein. Donc la Terre, les objets qui tombent sont attirés vers le centre de la Terre, peu importe l'endroit où vous êtes. Ça veut dire que la Terre est ronde. Hein. Enfin sphérique, mais bon, dans un contexte mis dans un plan, c'est que la Terre est ronde. La Terre est ronde. Elle n'est pas plate. Alors avant, beaucoup de savants savaient que la Terre était ronde, mais qu'on ne pouvait pas le dire. Mais beaucoup de savants le savaient. D'ailleurs, beaucoup de savants, quand ils faisaient de la navigation, enfin les explorateurs navigateurs faisaient des explorations, ils allaient chercher des cartes, voilà, turques. Turques, c'est-à-dire dans le sens où, bon, là, c'était pas fermé en se disant que la Terre n'était pas ronde, qu'elle était plate. Les cartes turques permettaient de dire, voilà, que on avait, on pouvait naviguer avec des cartes qui prétendaient que voilà, la Terre était ronde, qu'on rejoignait un point pour qu'on se retrouvait à l'autre point. Alors, on n'avait pas des cartes plates, mais des cartes qui mettaient en relief que qu'on on partait d'un endroit, on allait, voilà, c'est une espèce de planisphère, planisphère. Mais sachant que la planisphère vient développée d'une sphère, développée d'une sphère qu'on met sur un plan pour pouvoir faire une lecture, voilà, de trajectoire, d'orientation suivant les 4 points cardinaux, les 4 points cardinaux, et donc s'orienter en mer. Parce qu'en mer, pour avoir une référence, c'est difficile. Hein. Ah, pour naviguer en mer, c'est difficile. Si vous n'avez pas des instruments de navigation, bah, on fait n'importe quoi. Et donc, la force de gravitation ici, bon, tout d'abord, Newton se dit que les corps tombent. Pourquoi? Il a des outils comme F égale ma. Il a son propre outil. C'est lui qui a trouvé d'ailleurs ça. Hein. Il a les lois d'interaction, je veux dire, l'action égale la réaction, c'est encore lui. Il a les 3 lois de Newton, hein, la première, la deuxième et la troisième. Mais en tout cas, ce qu'il a commencé à voir, c'est que bon, la force était liée aux masses. Bon, pour faire ça, c'est déjà, bon, qui se dit qu'il y a un lien entre la force et la masse. Et puis, entre la première masse et puis la seconde masse. Parce que on pourrait voir l'attraction de la Lune sur la Terre, mais on peut voir l'attraction entre 2 objets eux-mêmes. Entre deux petits objets eux-mêmes, pas forcément avec des astres. Et donc, l'expérimentation est ouverte à tout. Elle est ouverte au calcul. Le problème, c'est que les astres, il faut calculer, parce que bon, on ne peut pas mesurer un astre avec une balance. Donc à ce moment-là, tout se fait à partir de calculs, d'observation et de calculs. Ça permet de trouver beaucoup de choses. Des accélérations, des masses, etc. Des trajectoires, etc. C'est la mécanique céleste qui va permettre de déterminer, je veux dire, des accélérations d'astres, voilà, et des masses, Alors, ce qu'il sait aussi, c'est que c'est dépendant de la distance. Et pire que ça, c'est qu'il voit que c'est dépendant de l'inverse de la distance, mais au carré. L'inverse de la distance. Alors, une fois qu'il a fait ça, ça y est, le tour est presque joué. Là, il y a une constante qui intervient dans la gravitation, mais ça, c'est un autre savant qui va le trouver. Grâce au fil de torsion, on va pouvoir trouver le gamma. En fait, c'est la constante de Cavendish. Voilà, grâce à un fil de torsion, grâce à un angle, il va trouver ce gamma qui est un petit nombre. Hein. Gamma qui est un petit nombre. Et donc, grâce à une rotation alpha, il va permettre, grâce à une relation d'angle, d'un fil de torsion, il va permettre de trouver voilà, ce gamma. Et là, la loi de la gravitation, elle est toute trouvée. Elle est toute trouvée parce que on voit bien que les paramètres, il n'y en a que 1, 2, 3, plus la constante, ça fait 4. Elle est dépendante de 4 paramètres, dont la force de gravitation est proportionnelle. Dans ce cas-ci, il prend la masse de la Terre en exemple, en référence,
Ben, la masse de la Terre, bon... alors, la masse de la Terre, on connaît beaucoup de choses. Hein. On connaît, voilà, par les calculs célestes et donc par les calculs terrestres aussi. Hein, ça permet de trouver le rayon de la Terre, la masse de la Terre, voilà. Tout ce qui est fait au niveau céleste peut être entrepris au niveau calcul, au niveau de la Terre. Et donc trouver la masse de la Terre, voilà, la gravitation de la Terre, enfin l'accélération de la Terre autour du Soleil, et ainsi de suite. On peut trouver beaucoup de choses par le calcul céleste et par le calcul des composants, enfin, des paramètres terrestres. Et donc ce qu'on ne sait pas mesurer, ben, on sait le calculer. Voilà. Et donc, ici, dans la force de gravitation, on a 1, 2, 3, 4 paramètres. Donc on se rend compte que la force de gravitation est dépendante de deux masses, des masses qui sont en interaction entre elles, est dépendante de la distance séparant les deux masses. Et tout ça, il l'a vu par les lois de proportion. Hein. Bon, tout d'abord, il remarque que c'est dépendant de la masse, d'une masse, puis il voit que c'est dépendant d'une seconde masse, mais avant ça, il s'était posé une question, comment ça se fait que les objets tombent? Voilà. Et puis après, il a une certaine distance, ben, il voit que c'est dépendant de grand M, petit m et R. Et en fait, il remarque même plus que c'est dépendant de l'inverse du carré de la distance. Et puis la constante, ben, il l'attribue à un autre savant qui lui va la calculer par voilà, des par, on va dire de l'outillage qui lui est spécifique. Et donc, ce qui est M. Cavendish qui va trouver grâce je sais plus le nom, je me rappelle plus le nom, de torsion, voilà, par des fils de torsion. Des fils de torsion. Et donc, grâce ça va tourner, ça va s'attirer, ça va tourner d'un certain angle. Et puis, il pourra calculer, grâce à cet angle qu'il y aura eu, il pourra calculer la constante et on a tout. Donc, elle est dépendante de 1, 2, 3, 4 caractéristiques. La force de gravitation est dépendante de 4 caractéristiques. Heureusement que c'est que 4. Parce qu'imaginez-vous que c'était 1000 paramètres, elle dépendrait de 1000 paramètres. Là, à ce moment-là, il faudrait faire une étude statistique. Bon, c'est un petit peu, par exemple, pourquoi, une question relative au couple, pourquoi les couples, je veux dire, se séparent. Eh bien là, c'est statistique. Hein. On aura peut-être 1000 paramètres en jeu. On pourra passer 1000 paramètres en jeu qui font que, la raison pour laquelle les couples se séparent, mais des paramètres plus évidents viendront bientôt, bien sûr, qui seront plus prépondérants. Des paramètres plus évidents seront plus prépondérants. Voilà, maintenant, il y a beaucoup d'études qui sont multiparamétrées. Et donc là, c'est plutôt, il faut mettre tout paramètre possible qui permettent de dire la raison pour laquelle on a une relation de cause à effet. Alors cette relation de cause à effet peut être vue par des milliers de paramètres. Et donc là, à ce moment-là, c'est plutôt des études statistiques que plutôt de mettre ça sur forme d'une formule. Alors force de gravitation, on peut le mettre sur forme d'une formule parce qu'elle dépend que de 1, 2, 3, 4 paramètres. Eh bien, la force électrique a été étudiée de la même manière. Hein. De la même manière. On a mis deux charges. Alors, on savait ce que c'était que les charges, tout comme les masses. Hein. On savait mesurer les masses. Hein. Sauf, bon, les masses, comme je dis, célestes. Là, c'est par voie de calcul qu'on pouvait les trouver. Mais les charges, voilà, on peut les mettre en évidence. On peut mettre en évidence deux charges entre elles et trouver, voilà, le rapport qui existe entre les deux charges. Tout comme les masses, hein, on peut les mettre en rapport pour trouver les relations qui existent entre les deux masses. Donc on sait, et de toute façon maintenant on sait mesurer, voilà, une charge en coulomb, c'est pas un problème. On a des appareils, des instruments qui permettent de mesurer la masse, et ça c'est depuis longtemps, mais les charges, bon, il fut un temps, on a inventé des appareils qui pouvaient mesurer la charge, sans les mettre en rapport direct. Donc on peut mesurer que vos Q1, que vos Q2. Bon, les distances, on sait les mesurer hein, via... Alors il faut être précis, on prend des instruments de mesure précises. Maintenant on a le laser qui permet de voilà, d'être très précis comparativement à un mètre qui est voilà, précis jusqu'à une certaine valeur.
Et donc, on a vu que la force électrostatique était proportionnelle aux deux charges, était proportionnelle au carré de l'inverse de la distance et dépendait d'un facteur K, qui était un facteur géométrique. Alors maintenant, si on prend une force spécifique à la force de Coulomb, dû à des symétries, enfin, dû à des charges sphériques, ce qui va se passer, ben, on a le K est complètement connu. Il vaut 1 sur 4 pi epsilon 0. Voilà. Alors, à partir de là, donc, ceci étant dit, c'est pour vous dire que la façon de trouver la force électrostatique, la démarche est un petit peu la même que celle de rechercher la force de gravitation. Simplement, on n'a pas des masses, mais des charges. Donc il fallait déjà savoir ce que c'était une charge et comment la mesurer. Maintenant, quand on ne sait pas les mesurer via des instruments de mesure, on peut faire des rapports. Au moins, on peut se dire, voir par rapport aux forces électrostatiques et les charges, voir le rapport qui existe entre les deux charges. Donc vous voyez qu'ici, ce sont des forces. Alors, la force de gravitation, c'est l'attraction entre deux courants. Par contre, la force électrostatique, on peut avoir une attraction comme on peut avoir une répulsion. Voilà. Et la force, enfin, la force qu'avait Newton, hein, la force qu'avait Newton en lui, c'est qu'il avait voilà, des concepts de dynamique et de cinématique. Donc, ayant les concepts de cinématique et de dynamique, lui, il était fort mathématicien. C'était un grand mathématicien. C'est pas qu'un mathématicien, mais en tout cas, c'était un grand physicien, un grand mathématicien, un grand tout ce que vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, il avait les concepts de dynamique il a trouvé beaucoup de choses en dynamique, hein, voilà, de lui-même, et il avait beaucoup de concepts de cinématique. Donc, allier les deux, permettait, je veux dire, d'avoir une meilleure visibilité, de meilleurs outils pour faire des trouvailles. Et c'est ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait. Et donc, il fallait partir aussi du fait que la Terre était ronde. Bon, Newton avait intégré ça, alors que bon, c'était dangereux de dire que la Terre était ronde à un moment, à une époque voilà, de l'histoire. Alors, sachez que l'environnement 3D permet certaines choses, mais ne permet pas d'autres choses. Par exemple, qu'est-ce qui ne permet pas l'environnement 3D? Mais justement, comme on a une force de gravitation, l'homme, il est scotché sur Terre. Il est scotché sur Terre. Donc il ne plane pas. Il n'est pas en train de voilà, flotter comme on flotte dans les eaux. Dans l'air, alors je vous rappelle que l'air, on a une couche d'atmosphère avec de l'air et au-dessus, l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on monte en hauteur par rapport au sol de la Terre. Il se raréfie pour ne plus avoir d'air. Dans l'espace, il n'y a plus d'air. Et à un moment donné, il n'y a plus d'air. Voilà. Et donc, ici, on est scotché sur Terre. Voilà, on est scotché sur Terre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas voler. Maintenant, il y a des animaux volants. Là, ils ont un corps spécifique qui leur permettent voilà, de voler. Alors que bon, l'être humain, il est dédié à être sur Terre. Maintenant, grâce au génie de l'être humain, l'homme, il peut voler. Comment? En construisant des avions, des hélicoptères, et ainsi de suite, par des engins qui, au départ, est venu de l'étude, de l'observation des animaux volants. Tout comme les poissons voilà, permettent voilà, de bouger dans l'eau. Eh bien, on observe les poissons, les gros poissons, les petits poissons, voir les requins, voir les baleines, pour permettre de créer par exemple des sous-marins, voire des bateaux, etc. Donc en observant la nature, le génie de l'être humain fait en sorte qu'on va essayer de copier certaines caractéristiques qu'ont les animaux pour pouvoir les mettre en relief, pour pouvoir soit voler, soit aller sous les mers ou sur mer, et ainsi de suite.
Donc, l'être humain, on va dire, il peut pas voler, voilà, il est scotché au sol, mais rien ne lui empêche, avec l'intelligence qu'on lui a donnée, de faire en sorte qu'il peut se donner, voilà, des activités des activités que, voilà, qui ne lui sont pas dédiées naturellement. Par exemple, le saut en parachute, ben, l'homme est, l'homme n'est pas fait pour, je veux dire, euh, l'être humain est stabilisé au sol. Voilà, il est stabilisé au sol grâce à la force de gravitation. Maintenant, certaines activités peuvent être liées au parachutisme. Et là, à ce moment-là, il va sentir les sensations d'être attiré par la Terre. Voilà, maintenant, il a intérêt à avoir un parachute qui fonctionne parce que sinon, voilà, il va directement vers la mort. On va dire ça comme ça. Donc, le génie intellectuel fera en sorte que on va construire un parachute qui va respecter les règles de l'art pour pouvoir faire un saut en toute sécurité. Parce que l'être humain n'est pas dédié pour sauter. Donc il faut que c'est son génie qui doit faire en sorte d'apporter les outils pour pouvoir dépasser ses limites. On va dire ça comme ça. Alors ceci étant dit, maintenant je parlais de cette fameuse tension électrique. Eh bien, avant de parler de cette tension électrique, qui est une différence de potentiel, hein. Donc il faut connaître bien sûr les prérequis, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une charge, la force électrostatique est dépendante de quoi. Vous devez aussi savoir ce que c'est qu'un travail électrique, hein. Attention, électrostatique, si c'est un travail électrostatique. Et vous devez savoir c'est quoi bon, un potentiel électrique. Une fois que vous savez ce que c'est qu'un potentiel électrique, et tout ça, ça a été vu auparavant, ben, là, à ce moment-là, je vais adapter la différence de potentiel à des charges de Coulomb. À des charges de Coulomb. Voilà. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vous rappelle que tout est situationnel, je l'avais dit au départ. Il ne faut pas perdre de vue que, je l'ai dit, vous voyez ici j'ai marqué situation. Les charges en un point, les forces électrostatiques en un point, travail qu'on effectue en ramenant une charge d'un point A de plus l'infini à un point A, on va dire ça comme ça. Voilà, et donc on a le potentiel en un point, et donc la différence de potentiel, ici c'est entre deux points. Alors la tension électrique, c'est justement une différence de potentiel, hein. La tension électrique, c'est une différence de potentiel. La tension électrique, entre deux points, vous voyez que c'est entre deux points, hein, c'est toujours situationnel, hein. Alors je vais l'écrire, hein. La tension électrique, fondamentale en électricité, hein, la tension et courant, c'est fondamental, notamment aussi en électronique. L'électronique, qui sont les petits courants, voilà, que l'électricité, c'est des gros courants. Mais ici, ce sont des prémices à l'électricité, hein. Quand on étudie l'électrostatique, c'est les prémices pour connaître toutes les bases, je veux dire, de ce qu'est une tension, un courant, etc. Avant d'entamer les circuits à résistance à condensateur, voire des mix condensateur, résistance, self, etc. Donc on appelle tension électrique entre deux points la différence de potentiel. Alors, c'est la différence de potentiel électrique, hein. Parce qu'un potentiel peut être aussi une énergie potentielle mécanique qui était des niveaux. Dans un château d'eau, on parlera d'énergie potentielle mécanique. Mais ici, c'est une différence de potentiel électrique. Donc, c'est la différence de potentiel électrique entre ces deux points. Alors, cette différence de potentiel, bien sûr, en abrégé, on dit DDP. Elle se mesure en volts. Voilà, c'est des volts. Je vais voir pourquoi en volts. DDP.
P, différence de potentiel. Donc c'est une énergie potentielle, mais de type électrique, et pas mécanique. Parce qu'il existe aussi l'énergie potentielle mécanique. Je vous rappelle que le potentiel provient d'un travail. L'unité de potentiel, c'est le volt. Avant de commencer quoi que ce soit, l'unité de potentiel électrique, alors c'est le potentiel électrique, hein. C'est le volt. Alors j'avais vu une formule où V, le potentiel V, est égal à, ça c'est le potentiel, hein, V, son symbole c'est V, c'est le travail par unité de charge. C'est en fait le potentiel électrique en un point représente là le travail qu'il faut développer pour amener l'unité de charge en ce point. Pour amener, alors j'avais un calcul, voilà, j'étais parti, voilà, j'ai mis une charge petit q, une charge unitaire plus q égale plus 1, qui semblait provenir de plus l'infini. Voilà. Alors j'avais mis mon origine ici, voilà, un vecteur de base ici, et la charge semblait provenir de plus l'infini, pour la ramener jusqu'à un point P ici. Alors, bien sûr, j'avais calculé par le calcul différent intégral. Alors, je rappelle que le calcul intégral, c'est une limite de somme. C'est une limite de somme de, voilà, de valeur. Et je l'avais calculé, bien sûr, en partant de, voilà, on avait, c'était, j'avais dit que le potentiel, donc j'avais fixé ici un delta R, un élément, allez, delta, quand je dis delta, c'est voilà, un accroissement, delta, et il fallait ramener la charge semblant provenir de plus l'infini jusqu'au point P. Jusqu'au point P. Et donc, bien sûr, je vous rappelle qu'il y avait, il fallait lutter contre la force. Là, on avait, alors c'était une charge coulombienne, hein. C'était une charge de Coulomb, donc on avait un potentiel de Coulomb. Parce que j'avais pris un cas de figure spécifique qui était une charge de Coulomb. C'est-à-dire une charge, on avait une charge ponctuelle. C'est aussi celui d'une charge, on va dire, à symétrie sphérique, mais à l'extérieur de la couche ou du volume sphérique. Et donc on a ici, il fallait lutter contre voilà, la force E. Attention que c'est une force, hein, c'est pas un champ électrostatique, il fallait lutter contre voilà, le E. Et ici, son équivalent, son opposé, c'était E'. On avait voilà, la loi de l'action et de la réaction. Non, E', c'est la loi de l'action et de la réaction. Donc, ici, le travail, le potentiel électrique ici, c'est le travail qui représente le travail qu'il faut développer pour amener l'unité de charge plus 1 en ce point P. En ce point P. Et donc à partir de là, j'avais dicté que pour aller jusque là, c'était R, puisque j'avais fixé un repère ici au niveau de la charge grand Q, qui était l'origine, et donc un vecteur unitaire, et donc à partir de là. Alors je rappelle que avant de calculer quoi que ce soit, ici, c'est 1 volt, c'est 1 joule par coulomb. Alors vous voyez, c'est volt de M. Volta, travail de M. Watt, de M. Joule. Ici, il est donné en joule, on peut le mettre en watt ou en joule. Enfin, ici, c'est Monsieur Joule, c'est Joule, c'est Joule. C'est des joules. Voilà. Parce qu'une puissance, le watt, c'est une puissance. Ouais, ici, c'est plutôt des joules. Mais le travail, je crois que c'était trouvé par, je me rappelle plus, James Watt. C'est James Watt. Mais c'est vrai qu'ici, ici, on ne parle pas en termes de puissance, mais en termes comment on appelle ça, de travail. Pour avoir des watts, il faut
parler de... ça, c'est par rapport au temps. On parle de puissance par rapport au temps. Donc ici, c'est des joules, parce que ce n'est qu'un travail. C'est vrai que l'unité de travail, c'est le joule. Bon, ceci étant dit, j'avais calculé... ce n'est qu'un... En fait, je ne fais qu'un rappel, hein, parce que tout ça, c'était dans une vidéo. Ben, j'avais dit que delta V était égal à E' delta R. Voilà, et ça, vous retrouvez... c'est une force fois un déplacement. Voilà, ça fait un travail. Et delta V, c'est ici, c'est le travail. Hein. C'est un élément de travail. E' delta R. Une force fois un déplacement fait le travail. Et donc ça, c'était le E', j'avais dit que c'était opposé à E. Donc il fallait lutter contre E. Enfin, qui devait lutter? C'est la force Q pour se déplacer, pour aller de plus l'infini. Et donc ça donnait moins E delta R. Et donc il fallait faire la somme de delta V, la limite quand delta V tend vers 0. Voilà, donnait justement le travail total. Ça, on a le travail total. Par, alors pourquoi on décompose en éléments infinitésimaux? Tout d'abord, delta R, c'est un élément de trajet. Voilà. C'est un trajet élémentaire. Ou, si vous voulez, un trajet, un accroissement de trajet. Ou un trajet élémentaire, delta R. Alors, ce trajet, élément de longueur, delta R, qui est suffisamment petit, on va le considérer suffisamment petit pour qu'on puisse considérer que localement, le champ E est constant. Localement, le champ E est constant. C'est pour ça qu'on va le décomposer en delta R suffisamment petit. Et donc, on a une continuité de trajet, si vous voulez. On va dire ça comme ça. Et donc, on peut faire le calcul intégral sans trop de problèmes. Et donc, vous voyez que la limite d'une somme, c'est bien une intégrale. Alors, vous allez me dire où est le delta R ici, mais c'est ici que je vais le faire apparaître. Quand delta V tend vers 0, c'est quand l'accroissement delta R tend vers 0. Et là, à ce moment-là, vous savez très bien que delta V, c'est E delta R. Moins E delta R. La somme de moins E delta R. Voilà. Alors, comme on a affaire à un champ coulombien, je vous ai dit que on a un champ à symétrie sphérique, ben, je vais rechercher la force ici de le champ de Coulomb, le champ coulombien. C'est vrai qu'ici c'est considéré comme un champ. Bien que c'est une force, on va considérer ça comme un champ. On va se dire que l'on a moins E delta R vaut moins, alors le champ coulombien il vaut moins Q sur 4 pi epsilon 0 R carré, et là on passe à l'élément dr. C'est-à-dire on passe de l'accroissement à la différentielle dr. Et bien sûr, la limite de somme donne l'intégrale. Et donc ici, comme Q est constant, voilà, Q est constant, 4 pi epsilon 0 dr sur r carré, l'intégrale de 6, ça. Alors on va aller de plus l'infini jusque r. On ramène la charge de plus l'infini jusque r. Voilà, r il est ici. P est en r par rapport à l'origine ici, il est en r. Donc on va ramener de plus l'infini à r. Et donc là on a une intégrale de type 1 sur x carré dx qui vaut moins 1 sur x. Donc vous voyez qu'ici c'est dépendant du carré de la distance, mais le travail va dépendre de l'inverse de la distance et non plus du carré de la distance.
Donc ce qui va donner que le potentiel vaudra Q sur 4pi epsilon 0 puisqu'on a un champ coulombien avec un moins, et là on aura moins 1 sur x, moins 1 sur r. Voilà ce qui fait Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur r, entre les bornes bien sûr, plus l'infini r. Ce qui fait V de Q sur 4pi epsilon 0, r moins Q sur 4pi epsilon 0 plus l'infini, là ça fait 0. Donc on a Q sur 4pi epsilon 0. Voilà que vaut le potentiel électrique. Et donc pour avoir le travail c'est V fois Q. V fois Q. Et donc c'est Q fois petit q 4pi epsilon 0. Voilà que vaut le travail. Fois R. Donc vous voyez qu'ici il est dépendant de R. Il est dépendant de R. Donc, parce que le potentiel est lui-même dépendant de R. Le potentiel est dépendant de R, potentiel électrique. Donc le travail est dépendant de R. Donc le potentiel électrique fois la charge donne le travail. Q fois Q sur 4pi epsilon 0. Alors pour un champ coulombien, tout se passe comme si la totalité de la charge était concentrée au centre. Donc le potentiel vaut Q sur 4pi epsilon 0 R avec R qui est beaucoup plus grand que grand R. Plus grand ou égal. Peut-être plus grand ou égal. Plus grand ou égal. Alors maintenant, voyons voir la différence de potentiel. Ben, je vais manipuler ceci, uniquement ceci. Alors, je vais repartir un petit peu sur le traitement que j'ai fait, mais cette fois-ci entre deux points, et non plus provenant de l'infini. Alors, la différence de potentiel, je vais remettre ma charge grand Q, 0, vecteur de base U, lié à l'origine O, là j'ai un point A, un point B, et je vous rappelle que je vais calculer le travail pour aller de A à B, qui est Q fois le potentiel pour aller de A à B. Là. Je vais calculer ça. Sachant que, bon, là, on n'a plus l'infini. Ici, on va mettre une distance RA. Et là, on va mettre une distance RB. Donc, le travail représente, on va dire, la tension, je m'excuse, la tension. Donc, représente le travail qu'il faut développer pour déplacer la charge unité d'un point à l'autre. Et donc, pour évaluer le travail, ben, il suffit d'intégrer l'expression que j'avais ici. Ouais, ici. Voilà, ici j'ai intégré de 0 à R.
enfin de plus l'infini à R, de plus l'infini à R. Mais ici, je vais aller bien sûr de RA à RB. Donc ici, j'étais parti de plus l'infini à R. Ben ici, je vais aller de RA à RB. Donc il suffit de faire ça. Donc je vais reprendre la même expression que tout à l'heure. L'intégrale de RA à RB. Moins. Alors le moins il provient de moins E. Voilà, moins E. Vous avez bien vu que c'était moins E. Vous le voyez, il y avait un moins. Donc je vais en mettre un moins. Alors on a un champ coulombien. C'est un champ spécifique en symétrie sphérique. Là, voilà, il suffit de trouver ceci. Et si vous faites ça, ben vous avez VB moins VA. Alors, on va voir la différence de potentiel VB moins VA. Il suffit de calculer ça. Eh ben, on va chercher ça. L'intégrale, vous la connaissez, je l'ai faite, c'est de l'ordre de 1 sur x carré, c'est-à-dire on aura moins 1 sur r. Donc je ne vais pas calculer l'intégrale, bon, parce que c'est moins 1 sur r. Hein, voilà. Et les deux moins vont agir, vont donner plus. Alors le moins qui est ici, on va jouer avec celui-ci pour donner un plus, c'est ce que je disais. Donc on aura VB moins VA est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 1 sur RB Q sur 4 pi epsilon 0 1 sur RA. Et là, vous voyez bien que vous VB, potentiel au point B, et ici vous avez le potentiel au point A. Et donc la différence de potentiel entre le point B et le point A, au niveau charge coulombienne, hein, je rappelle ici, ce sont des charges coulombiennes. Et donc on essaie de trouver le travail de A à B. Travail de A à B. Puisqu'on sait bien que le potentiel V est égal à T sur Q, donc je sais trouver le travail T est égal à V fois Q, mais pour déplacer une charge quelconque qui est petit q d'un point A à un point B, il faut développer un travail T à B comme je l'ai dit. T pour aller de A vers B est égal à Q, c'est le Q ici, voilà, fois le potentiel V. V c'est la différence de potentiel entre VB moins VA qui n'est rien d'autre que Q potentiel pour aller de A à B. Et donc la différence de potentiel VB moins VA
pris dans cet ordre, représente la tension du point B par rapport au point A. C'est la tension du point B par rapport au point A. Dans cet ordre, hein. Quand vous avez VB moins VA, c'est la tension, c'est le potentiel du point B par rapport au point A. Donc c'est-à-dire que la tension peut être soit la différence de potentiel VB moins VA est l'opposé de VA c'est l'opposé de VA moins VA moins VB. Donc vous voyez que c'est une grande, la différence de potentiel, c'est une grandeur algébrique et c'est surtout ça qu'on demande de ne pas se tromper parce que ça joue beaucoup avec les signes. Donc la tension du point B par rapport au point A est l'opposé de la tension de A par rapport à B. Je vous remercie.